C'était la météo sur France 3 avec CMMA Assurance, champenoise depuis 1774. Bonsoir à tous et bienvenue en Champagne-Ardenne pour le 19-20. En voici les principaux titres. Et tout d'abord ce drame de la séparation dans un village de la Marne. Un homme a tué son épouse avant de se suicider. L'enfant du couple a tout vu et bien sûr sur place à Villers-Alran, le village, c'est un vrai choc. Dans ce journal, on parlera de la 25e fête de la science, reportage dans les Ardennes sur des expériences de collégiens dans le domaine de l'alimentation, mais aussi, et vous le verrez, à l'université de technologie de Troyes, où là aussi on a accueilli des enfants. Et l'expérience était, comme vous le voyez sur ces images, sur la lévitation. À 19h15, ici et pas ailleurs, ce soir c'est à Reims, on va apprendre ensemble les premiers pas pour faire des claquettes. Ici et pas ailleurs, c'est à 19h15 donc. À 19h30, le journal de la rédaction nationale et parmi les titres ce soir, cette alerte rouge dans l'Hérault, le risque d'inondation est à son maximum en raison des fortes pluies qui tombent depuis hier. D'autres départements du sud-est sont également sous la menace. Les prochaines heures seront cruciales. Mais avant d'aborder toutes ces actualités, on va s'arrêter un instant sur ce nouveau mode de financement choisi par une entreprise de Champagne-Ardenne, une entreprise de pointe puisqu'elle fabrique des pièces d'avion. Fini d'attendre l'accord des banques, elle fait appel aux particuliers au financement participatif via Internet pour acheter des machines indispensables à son développement. Vincent Tollet, Philippe Cocampo. Ici, on fabrique des pièces pour le fuselage et les ailes des avions. Parmi les clients, Airbus et Dassault. Depuis sa reprise de Reims Aerospace voilà 5 ans, Novae se porte bien, un chiffre d'affaires multiplié par 3 et une centaine de personnes réembauchées sur le site. Aujourd'hui, il faut acheter 2 nouvelles machines, dont une pour l'assemblage de cette pièce. C'est la partie avant qui va être située sur la voilure des Falcon 900 et 2000. Tous les trous que vous voyez ici vont être riftés, c'est-à-dire qu'on va venir manuellement poser un rivet. Demain, avec la nouvelle machine, l'ensemble des trous et l'ensemble des rivets va être posé de manière automatique, c'est-à-dire de manière plus fiable que les opérateurs. Emprunt, 1,5 million d'euros. Pour les trouver, le groupe ne s'est pas tourné vers une banque, mais vers une plateforme de financement participatif. 800 000 euros déjà récoltés auprès des particuliers. Le reste sera fourni si nécessaire par des professionnels. Pour Novae, le crédit est plus cher, mais les fonds sont promis en un mois. On travaille très bien avec nos partenaires financiers. Mais très clairement, c'est beaucoup plus rapide. Toute cette phase d'instruction du dossier par rapport notamment à l'obtention de la garantie n'existe pas. Chacun peut investir de 20 à 1 000 euros sur le projet pour un rendement promis de 6,5%, bien mieux qu'un livret A, sans oublier une autre satisfaction. Parce que vous aidez une entreprise, quand vous venez aujourd'hui chez Novae et que vous contribuez à prêter 1,5 million d'euros pour acheter une machine, vous l'avez vu ici, c'est une machine qui crée de l'emploi, qui permet à une entreprise française de briller dans le monde entier. Voilà, donc ça vous vous sentez utile. Vous n'avez pas l'impression d'avoir acheté un simple produit financier parce que ce n'est pas le cas. Mais attention, prudence, en cas de défaut de l'entreprise, vous perdez votre mise. On reste dans le domaine de l'industrie de pointe avec cette fois dans les Ardennes l'inauguration d'une plateforme futuriste à Charleville-Mézières. Elle s'appelle Platinium 3D Futuriste parce qu'elle dispose de machines comme des imprimantes 3D pour les secteurs de la métallurgie. On le doit au pôle technologique Materalia basé à Metz et qui veut installer ce type d'équipement dans tout l'est de la France. C'est une innovation de rupture, c'est-à-dire que ça ne va pas tout remplacer, mais ça va impacter la fonderie, la forge, l'usinage, et ça va permettre de faire des choses qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, ou ça va permettre de faire un meilleur coût. Par exemple, des pièces faites à l'unité en forge, c'est inconcevable, alors qu'en fabrication additive, ça ne pose pas de difficulté. Donc il est important que les entreprises aient accès à des machines, aient accès à des compétences pour s'approprier ces technologies. Et c'est le rôle d'une plateforme comme Platinium 3D, c'est le rôle d'un symposium comme celui d'aujourd'hui. Dans l'actualité, je vous le disais en titre, le paisible village de Villers-Alran dans la montagne de Reims a vécu l'un de ses pires moments. Un homme a tiré et tué sa femme avant de se donner la mort. Le couple était en pleine séparation. Catherine André et Raphaël Doumergue se sont rendus sur place aujourd'hui. Le drame est survenu hier en fin d'après-midi.
Il est 17h quand un habitant du village, un agriculteur de 51 ans, fait irruption dans la bibliothèque communale. Une salle située dans l'école maternelle où travaille son épouse quelques heures par semaine. Avec un fusil de chasse, il ouvre alors le feu sur sa femme avant de retourner l'arme contre lui. Dans le village de 900 habitants, c'est la stupéfaction. Hier, ça a fait drôle, parce que quand vous revenez on avait entendu 2 détonations sans savoir que c'était ça. Moi, je pensais que c'était un chasseur. Il y a eu des pigeons qui se sont envolés. Nous, on était sur la route du cimetière quand on faisait notre entraînement. On a entendu ça, puis après, on a fini notre footing. Et quand on est arrivé sur la place, vous arrivez, vous avez 5-6 voitures de gendarmes, 2 ambulances. Oui, ça fait un choc. Oui. La femme, âgée de 49 ans, était très investie dans la commune au niveau associatif. Marié depuis quelques années, le couple était séparé depuis l'été et faisait domicile à part. Depuis le mois de juin, je pense, son épouse l'avait quitté. Il avait une sensation d'abandon, quoi. En plus, il ne voyait pas sa fille qu'il avait eue avec. Une petite fille âgée d'une dizaine d'années qui accompagnait sa mère et qui aurait assisté au drame. Ce matin, l'école maternelle qui abrite la bibliothèque a bien ouvert ses portes. Un psychologue a été dépêché sur place pour accompagner les enfants. L'unité du GIGN en Champagne-Ardenne officiellement installée. La cérémonie vient tout juste de se dérouler à la caserne de gendarmerie de Reims. L'unité d'élite est composée de 27 membres, mais à terme, ils seront 32. Alors bien sûr, pour raison de sécurité, vous ne verrez pas leur visage. Ce groupement du GIGN est une volonté en fait de l'État de couvrir l'ensemble du territoire après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. On écoute le général Morterol, commandant des forces de gendarmerie sur la zone est de la France. Ce sont en quelque sorte le bras armé du GIGN dans les territoires, au plus près de l'événement. En matière terroriste, l'urgence est d'interrompre au plus tôt le processus terroriste et donc cesser leur action vis-à-vis des victimes, donc les empêcher de faire davantage de victimes. Il faut donc agir au plus vite. C'est la capacité à fixer immédiatement l'adversaire, et puis ce sont des capacités renforcées puisque ces antennes sont dotées à la fois de compétences et de moyens qui les placent sur le haut du spectre de l'intervention. Voilà, sachez aussi que des gendarmes mobiles ont été décorés dans le même temps pour être intervenus lors des attentats, justement, notamment de l'attentat du Bataclan. La fête de la science, 25e du nom, avec l'un des thèmes cette année, qui est l'alimentation pour tous. C'est sur ce sujet qu'ont travaillé des collégiens de Nouzonville dans les Ardennes. Ils ont créé leurs propres expériences, les ont réalisées avant, bien sûr, de vouloir goûter, de vouloir manger. Le reportage est signé Bintou Sidibé et Philippe Mercier. Lorsque des collégiens jouent aux apprentis scientifiques et se mettent à la cuisine moléculaire, ça donne ça. Oh, c'est un peu gluant dans la bouche. Et quand on mange, il y a plein de produits, on dirait du produit qui sort de la bouche. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non, j'en ai aucune idée. C'est ce qu'on appelle la sphérification. Des billes de vinaigre de vin gélifiées au cœur liquide. Une expérience culinaire surprenante pour ces enfants qui découvre que chimie peut rimer avec friandise. Une autre vision de la chimie ? Oui. Beaucoup, parce que normalement on fait des expériences et tout, mais là non, c'est la cuisine. Autre expérimentation, le phénomène de la migration. Ici, des perles du Japon sont versées dans du sirop de menthe. Comme elles prennent le sirop de menthe, elles sont toutes vertes. Comme elles n'aiment pas l'eau, elles ne vont pas rester transparentes, elles vont devenir vertes. Mais par exemple, si on veut mettre du sirop de fraise, elles seront roses. Grâce à ces ateliers, les élèves testent, cherchent, s'expriment autrement. J'aime bien les mettre face à des petits problèmes de la vie de tous les jours. J'aime bien les mettre face à la difficulté, parce que pour eux, c'est quand même un exercice difficile. Ils sont jeunes. Parler devant les élèves, présenter quelque chose, c'est pas toujours évident. Voilà, je pense qu'il faut que les sciences soient vivantes, il faut manipuler, il faut communiquer. Ça nous permet d'avoir plus de vocabulaire et tout ça à connaître et moins de difficultés en cours lors des contrôles ou quelque chose comme ça. Ça nous permet de nous aider pour le brevet en fin d'année aussi. Avant, je trouvais que c'était compliqué, mais à force d'en faire tout ça, je trouvais que c'était super simple. Est-ce que vous savez combien de temps la Lune met pour tourner autour de la Terre ? 27, non. C'est pas 27 jours. 29 jours. On apprend beaucoup de choses sur le Soleil, la Lune, les planètes, le système solaire, etc. Et puis... C'est des choses qui t'intéressent ? Bah oui, un peu. Rendre les sciences plus faciles, plus accessibles aux scolaires, mais aussi au grand public. C'est tout l'intérêt de cette semaine. À la Maison de la Culture et des Loisirs de Charleville,
Toutes les animations proposées ont pour objectif de rappeler l'importance des sciences dans notre vie au quotidien. Montrer que la science n'est pas l'apanage d'une élite qui ne comprendrait que la science, et surtout montrer que la science s'invite dans notre vie de tous les jours et qu'elle est déjà omniprésente. D'ailleurs, l'objectif de la fête de la science cette année est de montrer comment la science procède à préparer notre avenir. De la biodiversité aux nanotechnologies, en passant par la cuisine moléculaire, vous avez jusqu'au 16 octobre pour découvrir le scientifique qui sommeille en vous. La fête de la science est destinée à tout âge, des plus petits aux plus âgés. À Troyes, à l'université technologique, on a par exemple accueilli des élèves des écoles du département au programme des expériences qui captivent complètement, comme par exemple celle que vous voyez à l'image sur la lévitation. Déjà, il y a l'aspect impressionnant de l'expérience, donc ils voient quand même un phénomène de lévitation, ça les impressionne beaucoup. Et en adaptant le langage, en leur expliquant un petit peu que les petits aimants, vous avez des petites lignes invisibles, on leur montre un peu comment ça marche avec de la limaille de fer, on leur parle de petites boussoles. Et ça rentre quand même un petit peu, on le voit. Alors bien évidemment, on adapte le discours suivant l'âge du public, bien entendu. Pour les tout petits, ça sera différent que pour les plus grands, voire pour les adultes. Et enfin, je pense que c'est important, même à cet âge, de me donner une petite graine. Je pense que ça peut marcher, ouais. La fête de la science revue par Thierry Doudou pour le dessin du jour. Le dessin de la rédaction, le voici. Le salon du livre de la jeunesse de Troyes, hier nous vous montrions les préparatifs, il a ouvert ses portes aujourd'hui et déjà il a accueilli des centaines et des centaines d'élèves, d'enfants. Difficile de se frayer un chemin dans les allées de l'espace Argence transformé en coin lecture à l'époque où l'on parle de smartphones, de tablettes. Le salon nous démontre encore l'importance des bouquins, l'importance des livres. L'année dernière, on avait pu faire la connaissance d'un illustrateur, de faire un atelier découverte avec lui. C'était vraiment très très intéressant. Découvrir le monde du livre. Là, voilà, ils sont complètement baignés dedans. Ça change de la bibliothèque de l'école, tout simplement. La littérature, on en fait 2 heures par semaine. Et là, pour une fois qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer un auteur, et je l'espère aussi des illustrateurs. Donc là, on va en profiter pleinement. Et c'est jusqu'à dimanche. On reparle des enfants avec la mise en fonction réelle du nouvel hôpital américain à Reims, le nouvel hôpital pour enfants. Le nouveau bâtiment fermé pendant de nombreuses années pour cause de malfaçons a ouvert ses portes enfin et accueilli ses premiers patients. Isabelle Forboto, Isabelle Griffon. Tu peux te rallonger, c'est tout programmé. Quentin et sa maman Isabelle occupent pour la première fois cette chambre de l'unité de soins ambulatoires. Hospitalisé régulièrement, le jeune garçon a bien connu les anciens locaux de l'hôpital des enfants. Avoir une chambre individuelle avec tout le confort, c'est bon pour le moral. Trop bien, propre, spacieux surtout. Ouais, c'est que du bonheur. Déjà, les chambres sont beaucoup plus grandes qu'avant. Il y a une plus grande télé. C'est beaucoup plus pratique. Pareil, on a un bip. S'il y a un problème, on peut joindre les infirmières et les personnels soignants directement. 5 jours seulement pour déménager et emménager dans cet espace de 13 600 mètres carrés. Il a fallu investir les lieux et continuer à soigner. Une prouesse réalisée grâce à l'anticipation et l'organisation de l'ensemble des personnels. Les équipes ont été formidables dans le travail qu'elles ont fait, que ce soit les équipes médicales, soignantes, mais aussi ne pas oublier les équipes techniques et logistiques qui se sont mobilisées de façon formidable pour qu'on accueille merveilleusement bien tous nos jeunes patients et puis leurs parents. Les consultations et l'imagerie ont été les premiers à s'installer. Il a fallu enfin prendre en main cet appareil de radiologie mis en place 5 ans auparavant. Et puis, ce nouvel hôpital a été conçu par et pour les équipes de soignants. On a fait un concept d'un hôpital pour les enfants où il va y avoir la chirurgie, la médecine, les urgences, la radio. Donc tous les acteurs de l'enfance vont être tous ensemble au même niveau. Donc c'est une cohérence de prise en charge et c'est très bien aussi pour les familles. 26 000 enfants par an sont accueillis aux urgences pédiatriques, 72 par jour, désormais dans de meilleures conditions. Nous avons doublé nos salles de consultation qui va permettre d'installer les gens beaucoup plus vite et de travailler beaucoup mieux également. Le temps de remettre aux normes les 3 blocs opératoires et au printemps 2017, la chirurgie pédiatrique rejoindra aussi les autres services.
On passe au sport. Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football, c'était cet après-midi à Reims. Voici les 4 rencontres. Tinqueux va recevoir Sedan. Prix-les-Mézières contre Épernay, vous le voyez. Chaumont reçoit Saint-Mémin. Et Bar-sur-Seine se déplace à Cézanne. Date des matchs les 22 et 23 octobre prochains. Vous retrouvez ces 4 affiches, les dates et les réactions à ce tirage sur France 3 champagnardennes.fr sur notre site internet. Le basket, sans peur, en patronne. Les basketteuses de Charleville-Mézières poursuivent leur parcours en Coupe d'Europe. Hier, elles ont battu dans leur salle Fribourg 80-57. La suite de la compétition va se dérouler sous forme de mini-championnat. Dans leur groupe, les Allemandes de Wassenburg, les Suédoises de l'ULEA et Umeå qui viendra jouer dans les Ardennes le 27 octobre prochain. Les agriculteurs ardennais ont décidé de concurrencer les producteurs de foie gras du Sud-Ouest. Ils ont décidé de diversifier leur activité avec un franc succès. Reportage à Arthez-le-Vivier d'Ali Ben-Bournan et Daniel Samulzik. Comme tous les matins, après avoir passé la nuit sous abri, les canards sont lâchés dans la nature. Ici, on est donc loin des productions de masse, avec seulement quelques centaines d'animaux élevés chaque année. En fait, c'est pâturage du matin au soir, avec effectivement des céréales. Et le soir, on les enferme essentiellement pour se protéger des prédateurs et du froid. L'exploitation agricole s'est donc diversifiée il y a maintenant 9 ans, avec du lait, de la viande, mais aussi du foie gras. Une petite production qui a trouvé ses amateurs, une production en circuit court qui se développe d'année en année. Effectivement, il y a des habitués et c'est vrai qu'on se rend compte que les commandes pour Noël, à partir de fin des vacances de la Toussaint, c'est déjà juste. Et comme on est en quantité limitée, vu que c'est un produit qui est vraiment artisanal, on ne peut pas faire plus que notre quantité. On est coincé, donc les gens anticipent. Donc c'est un cercle vicieux. Les premiers foie gras cette année ont été commandés mi-août. Dans les Ardennes, ils ne sont que quelques-uns à proposer du foie gras produit sur place. Et cette année, le marché semble porteur après les problèmes rencontrés par la filière du Sud-Ouest. Les prix vont d'ailleurs s'envoler en supermarché, sauf ici. Autant dire que le circuit court se distingue une nouvelle fois. Pas forcément. Effectivement, dans le Sud-Ouest, il y a eu des problèmes de production au début d'année. On n'a pas en tiré profit puisque nous, on ne produit qu'en fin d'année. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on se cantonne à la même quantité, c'est-à-dire 800 canards par an. On va pas spéculer sur le nombre, ça serait pas honnête vis-à-vis de notre clientèle, quoi. Le foie gras 100% Ardennes est un marché en pleine croissance, même si sa production reste encore largement minoritaire. Il n'empêche que ceux qui y ont goûté ne sont pas prêts de changer leur habitude à l'approche des fêtes. On reste à table avec l'année internationale des légumineuses, des légumes secs riches en protéines qui séduisent de plus en plus les consommateurs, se détournant de la viande. La Champagne-Ardenne, par exemple, est connue pour son lentillon. Reportage Marilyn Fournier, Philippe Mercier. Semés avec le seigle, récoltés avec le seigle qui leur sert de tuteur, les lentillons de la Champagne avaient totalement disparu. Mais c'était sans compter sur Olivier de Valence, un agriculteur qui, dans les années 80, en a relancé la production. Depuis, cette légumineuse, sensible à l'humidité, mais qui ne redoute pas les terres pauvres, séduit les agriculteurs. En Champagne, ils sont 9 à la produire en bio, sur quelques 70 hectares. Une demande d'appellation est en cours pour ce légume sec régional très apprécié. C'est surtout une petite lentille qui est très gustative, qui a la peau très fine, très digeste et qui est particulièrement appréciée en salade froide ou pour accompagner des viandes, des poissons. Si le lentillon pousse tout seul, sans fertilisation, passé la récolte fin juillet début août, il nécessite plusieurs mois de manipulation. C'est après la récolte que tout commence. Alors on fait déjà un premier passage de séparation donc, du seigle du lentillon. Donc il reste toujours un peu de seigle dans le lentillon. Alors là on fait des passages de finition donc pour enlever ce seigle qui reste. Pour le premier triage, donc la séparation du seigle et de la lentille, on va passer 15 tonnes par jour quoi, à peu près. Sinon après sur les tris de finition on va plutôt être autour d'une tonne et demie par jour. Donc pour faire la production qu'on a nous au sein de la CUMA, une 50aine de tonnes, on met bien 3 mois passés. Ces lentillons de la Champagne et leur farine sans gluten sont en vente directe dans les fermes, les marchés ou les magasins spécialisés.
Le produit devrait connaître de plus en plus de succès avec l'année internationale des légumineuses. Pour moi, oui, c'est quand même une partie de l'avenir puisque on sait que la viande est assez contestée, la production de viande. Donc, comme ça remplace, c'est une plante riche en protéines. Donc, pour moi, c'est l'avenir. L'avenir sourit donc aux producteurs de lentillons, à condition bien sûr qu'il ne pleuve pas trop. Ici et pas ailleurs maintenant. Ce soir, Bertrand Lassaguette et Yves-Olivier Hébé ont pris des cours de claquettes. Je vous laisse imaginer le duo que ça fait. C'est tout nouveau et c'est à Reims. On retrouve tout de suite l'équipe d'ici et pas ailleurs. Bienvenue à Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour prendre des cours de claquettes. Mais non, vous êtes sourds ou quoi? Pas des coups de claquettes, des cours de claquettes. Avec la prof idéale, Valérie Idéal. Claquettes, ça rime avec paillettes et Hollywood. Fred Astaire, Ginger Rogers. Avant d'en arriver là, il faut un peu d'entraînement. 1, 2, 3, 4, step, il. Oui, ça vient là. 3, 4, step, il. C'est rue Marteau, dans les locaux de l'Orpa, que Valérie Idéal donne ses cours, pour tous les publics. Ici, un groupe de dynamiques retraités. 6, 7, 8. On frotte, on relève. Vous tenez pas debout, vous avez bu? Oui, ça doit être ça, de l'eau. Comment ça se passe, ces premiers pas? C'est surtout l'équilibre, si vous voulez, c'est ça qui manque. Mais comment s'appuyer d'un pied sur l'autre? Oui, c'est l'équilibre en fait. Hein. Rester sur une jambe, c'est pas toujours facile. Hein. J'ai essayé, j'étais pas meilleur. Hein. Ah bon, alors tant mieux. C'est pas un peu dangereux pour des retraités? Vous allez pas nous les casser? Non, pas du tout. Non, au contraire, les claquettes, c'est vrai que ça permet de faire tout un travail sur l'équilibre, sur la latéralité, sur la mémoire aussi. Donc non, c'est très très bien pour les seniors et on peut commencer les claquettes à tout âge. Valérie donnait déjà des cours de théâtre et de chant avec son association Art et Compagnie. Mais ce n'est que récemment qu'elle a découvert l'art des claquettes. J'ai toujours été passionnée par les danses, quelles qu'elles soient. Et c'est à l'occasion d'un festival de jazz à Marciac, où il y avait un stage de claquettes. Je me suis dit, allez, on y va, on essaye. Et c'est vrai que j'ai eu comme une révélation. Non mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je me suis sentie tout de suite à l'aise à danser et aussi à faire des rythmes avec ses pieds. Valérie, j'ai une petite requête. Voici Swazik. Est-ce que tu pourrais nous transformer en Ginger Rogers et Fred Astaire? Bah écoute, on va voir ça. Est-ce que tu as une petite heure? Oui. Oui? Eh ben écoute, on va s'y mettre maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un logiciel de montage? Autant Swazik fut parfaite que pour moi ce fut très laborieux. C'est aussi ça la magie, ici et pas ailleurs. Alors, Valérie, est-ce que vous pouvez nous montrer comment c'est fait des claquettes? Donc en fait, on voit la semelle de la chaussure en cuir et vous avez des fers qui sont fixés sur le devant de la chaussure et sur l'arrière. Et alors dans l'histoire des claquettes, ça n'a pas toujours été en fer? Non, effectivement, en fait, les claquettes, les claquettistes au début du XXe siècle, 19e, début 20e, portaient des chaussures en bois, en fait, des sabots en bois. Et les fers sont apparus dans les années 30. Ah, voilà, 38. C'est plus esthétique que confort, parce qu'après, je suis vraiment bien de... Ouais. En fait, c'est vraiment un loisir de femme, parce qu'on peut continuer à parler de chaussures. Bah oui, exact. C'est bien pour ça qu'on fait ça. Exact. C'est le petit plaisir de s'acheter des chaussures. C'est bien connu que les femmes n'aiment pas les chaussures. Bah oui. C'est vrai que ça fait déjà 5 minutes qu'on parle de chaussures. Nous avons bien remarqué la présence d'un homme à chacun des cours auxquels nous avons assisté. Mais pour l'instant, les claquettes à Reims, ça reste exclusivement féminin. Alice, 12 ans, est la plus jeune de nos Ginger. Souvent, je dansais un peu plus des pieds que des bras quand il y avait des fêtes et j'aimais les claquettes, tout simplement. Tes pieds avaient besoin de s'exprimer. Oui, en quelque sorte. Shuffle step, shuffle step, shuffle step, step. Le shuffle, c'est l'un des pas de base des claquettes, celui qui permet de faire claquer ses chaussures. Pour ses élèves, c'était seulement le 4e cours.
Il y a encore du chemin avant de se lancer dans des chorégraphies. Et vous, la professeure, de votre côté, vous continuez à prendre des cours? Oui, absolument. Je prends des cours régulièrement les jeudis avec Élise Ferry, en région parisienne, et aussi sur Paris, dans l'école de danse Swing Tap. Et je fais également des stages. Enfin voilà, je continue à me former. C'est très important aussi de pouvoir retransmettre à des élèves ce qu'on a appris par ailleurs. Shuffle step, shuffle step, shuffle step, 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 shuffle step, shuffle step, step. Bon, on peut pas dire que j'étais comme un poisson dans l'eau aujourd'hui. Les claquettes, c'est éprouvant et ça demande quelques qualités. Nous étions à Reims. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Bertrand, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations du journal. L'unité du GIGN en Champagne-Ardenne officiellement installée. La cérémonie vient tout juste de se dérouler à la caserne de gendarmerie de Reims. L'unité d'élite est composée de 27 membres, mais à terme ils seront 32. Ce groupement du GIGN est une volonté de l'État de couvrir l'ensemble du territoire après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Et puis très vite, un mot du tirage au sort de la Coupe de France de football du 6e tour. Tinqueux va recevoir Sedan, Prix-les-Mézières contre Épernay, Chaumont reçoit Saint-Mémin et Bar-sur-Seine se déplace à Cézanne. Voilà pour l'actualité régionale. Le 19-20 continue. Très bon appétit. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.